Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude puisqu'il ne s'agira pas de langue française, d'étymologie ou quoi, mais ça va plutôt parler littérature ou du moins biographie d'une personne célèbre. Vous connaissez forcément, vous avez forcément déjà entendu parler, voire déjà étudié Arthur Rimbaud. Et bien il se trouve qu'il a une vie absolument fascinante, mais vraiment une vie de fou, zinzin, et il fallait absolument que je vous en parle. J'ai pas l'habitude de le faire, mais ça m'a tellement intéressée en fait d'étudier le parcours de cet homme que je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être aussi. Donc j'avais envie de vous raconter son histoire. Et je me suis dit que si je racontais ça de façon chronologique, etc., ça serait peut-être un petit peu chiant. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire à la manière d'un quiz, parce que tout le monde adore les quiz. Ne mentez pas, je le sais, on a tous été fans de Qui veut gagner des millions. Donc c'est votre moment, je vais vous poser 20 questions, et en commentaire, vous me direz combien vous avez eu sur 20. C'est le moment aussi de vous abonner, je veux conquérir le monde, n'oubliez pas. Pour le moment, on est à peine 5000 sur cette chaîne, donc on s'abonne. C'est parti, fais-le maintenant. Bah c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. Let's go! Arthur Rimbaud, il est né en 1854 à Charleville, ville qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Charleville-Mézières, donc c'est en Champagne-Ardenne, tu suis à peu près, tu vois? Voilà, c'est par là. Son père, il est militaire et il a participé à la conquête de l'Algérie. Sa mère, elle est fille de paysans aisés, de propriétaires terriens. Le couple a 5 enfants, dont Arthur. C'est là que commence la première question du quiz. Quand le petit Rimbaud a 6 ans, son papounet part chercher le lait et ne revient jamais. Que fait la mère? Est-ce qu'elle trouve un amant le mois suivant? Est-ce qu'elle cherche à le retrouver pour l'assassiner? Est-ce qu'elle se fait passer pour veuve? Ou est-ce qu'elle engage un détective pour le surveiller? Je te laisse réfléchir à une réponse et je vais te la donner tout de suite. Eh bien, on est au 19e siècle, être une femme célibataire avec enfant, c'est quand même très mal vu, donc en fait, elle se fait passer pour veuve, tout simplement. Alors le petit Arthur, il excelle dans sa scolarité, vraiment. Il reçoit des prix d'excellence de partout, surtout en littérature, mais aussi en latin. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui vient nuire à son bien-être, malgré cette excellence qu'il a. Il n'est pas parfaitement épanoui, alors pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il est harcelé par ses camarades? Même si à l'époque, on n'employait pas ce terme-là, mais t'as compris l'idée. Est-ce que c'est parce qu'il est amoureux de sa prof de maths? Ça arrive, c'était mon cas au collège. Est-ce que c'est parce que sa mère est très rigide et lui met beaucoup de pression? Ou est-ce que c'est parce qu'il est dernier de sa classe en EPS? Je te laisse réfléchir. Eh bien, ce qui l'empêche d'être vraiment épanoui, en fait, c'est que sa mère est extrêmement rigide et qu'elle lui met énormément de pression. Et en fait, il se met à développer énormément de rancœur envers sa mère. Il lui donne des surnoms pas très sympas. Il l'appelle la daronfe, qui vient du mot daronne, ou encore la bouche d'ombre, inspirée d'un poème de Victor Hugo. À 15 ans, il se lie d'amitié avec son prof de rhétorique qui s'appelle Georges Isambard. Et ce dernier va lui prêter des livres et donc le pousser à lire et à se cultiver encore davantage. C'est à cette époque que Rimbaud va écrire à Théodore de Banville, qui est le chef de file du mouvement littéraire du Parnasse. Et il a quand même de l'audace, le petit jeune, parce qu'il lui écrit une lettre en lui disant « Je veux être parnassien ou rien ». Et il lui joint dans la lettre quelques poèmes en espérant être publié. Il a de l'audace, c'est bien. Il a raison. Les vacances d'été arrivent, et en août, que fait Arthur Rimbaud? Est-ce qu'il fait une fugue? Est-ce qu'il se met à fumer? Est-ce qu'il décide de ne plus jamais retourner à l'école? Ou est-ce qu'il dit à sa mère ses 4 vérités? Eh bien, il fait une fugue. Il en a marre de sa daronne, il se casse. Et il veut aller à Paris, parce que tout ce qui compte pour lui, c'est de devenir un grand poète. Et il pense qu'en allant à la capitale, c'est là qu'il se fera connaître. Donc, il prend un train, direction Paris, sauf qu'il a pas de thune, il a pas de billet de train. Il fraude, et il se trouve qu'il y a un contrôleur. Donc il se fait choper à voyager dans l'illégalité la plus totale. Qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Est-ce qu'il est renvoyé chez sa mère immédiatement? Est-ce qu'il est emprisonné? Est-ce qu'il doit payer une amende? Ou est-ce qu'il se fait humilier publiquement par le contrôleur? Eh bien, il est emprisonné. Ouais, on est au 19e siècle, ça rigole pas. En plus, la période est assez rigide parce qu'on est en plein dans la guerre franco-prussienne, donc on cherche pas trop le pourquoi du comment. Le gamin, en zonzon. Alors il y a son prof, Isambard, qui va payer pour le libérer et qui va l'accueillir chez lui à Douai, et ce pendant 3 semaines. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Paul Demeny, qui est un ami d'Isambard, et il se trouve que Demeny, il tient une maison d'édition. Donc Rimbaud, encore une fois, audacieux, il va lui laisser des poèmes à lui. Il a même pas encore 16 ans, hein. Il va lui laisser quelques poèmes et espère être publié. Dans le même temps, Paris est assiégé par les Allemands. Isambard ramène Arthur chez sa mère, donc à Charleville. Mais début octobre, il fait une nouvelle fugue, il en faut plus pour le calmer. Sauf que vu que Paris est assiégé, il peut pas y aller. Donc il se rend à Charleroi, et c'est là qu'il va écrire le poème qui s'appelle
au cabaret vert, 5h du soir. Un poème dans lequel il raconte qu'il arrive dans un bar, dans un resto, après avoir marché pendant de longues heures. Et dans ce poème, il explique qu'il s'attable et qu'une serveuse avec des nibards énormes lui apporte des tartines et de la bière. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table verte, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié. Que demander de plus? Après cette escale à Charleroi, il se rend de nouveau à Douai, il repasse chez Demeny et il lui donne 7 autres poèmes, il lui en avait laissé 15 précédemment. Et d'ailleurs il lui dit « Oublie les poèmes que je t'ai donnés la dernière fois, ils sont vraiment nuls, brûle-les ». Mais Demeny ne va pas les brûler, ça fera 22 poèmes au total, et c'est ce qui constituera le recueil qu'on appelle le Cahier de Douai, qui est aussi appelé recueil Demeny, puisque c'est lui qui les a collectés. Donc ce recueil, c'est vraiment un recueil de ses poésies d'adolescence, puisqu'il les a écrits à 15-16 ans en gros. Donc là il est à Douai, mais les gendarmes le ramènent chez sa mère à Charleville. Mais une fois le siège de Paris terminé, il fait une 3e fugue, rien ne l'arrête. Et donc il se rend à Paris. À ce moment-là, la Commune, qui est un mouvement révolutionnaire qui s'oppose à la capitulation de la France face à l'armée prussienne, suscite son intérêt. Et la violence de la répression, qu'on appelle la semaine sanglante, va vraiment l'affecter, et ça sera visible dans sa poésie en fait. C'est dans ce contexte que sa poésie, elle va se radicaliser. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va préciser sa vision de la poésie. Cette vision de la poésie, il va l'exprimer dans 2 lettres, une qu'il envoie à Isambard, une qu'il envoie à Demeny. Comment s'appellent ces lettres? Est-ce qu'elles s'appellent les lettres de l'errance, les lettres du voyant, les lettres du prince poète ou les lettres du voyageur? Eh bien, il s'agit des fameuses lettres du voyant. Dans ces lettres, donc, il précise sa vision de la poésie. Selon lui, la poésie doit aller au fond de l'inconnu pour y trouver du nouveau. Et son modèle, à ce moment-là, il l'écrit dans la lettre, c'est Victor Hugo, Lamartine, Verlaine ou Baudelaire. Eh bien, il s'agit de Baudelaire. Août 1871, il cherche du travail à Paris. Et pour l'aider dans cette tâche, un de ses amis lui conseille d'écrire à Paul Verlaine. Donc leur relation est d'abord épistolaire. Ils vont finir par se rencontrer et la femme de Verlaine, Mathilde, ne va pas être très ravie. Pourquoi? Parce que Verlaine héberge Rimbaud chez elle sans lui demander son avis, parce que Rimbaud ne lui dit pas bonjour lors de leur première rencontre, parce que Verlaine a de nombreuses maîtresses, ou parce que Rimbaud écrit un poème moqueur sur elle à ce moment-là. Eh bien c'est parce que Verlaine va héberger le jeune Rimbaud chez elle. En fait c'est chez les parents de Mathilde. À ce moment-là, Rimbaud et Verlaine rejoignent le cercle des poètes utiques. C'est un groupe de poètes qui s'amusent à parodier la poésie traditionnelle. Et c'est dans ce contexte que Rimbaud et Verlaine, tous les deux, vont écrire un poème à 4 mains. Comment s'appelle ce poème? Est-ce qu'il s'agit du sonnet des fesses douces, du divin vagin, des seins pointus ou du trou du cul? Eh bien oui, il s'agit du célèbre sonnet du trou du cul, qui s'appelle également l'idole. C'est une parodie en fait des blasons traditionnels qui font l'éloge d'une partie du corps féminin. Ici, c'est l'éloge d'un anus, donc évidemment, c'est parodique. Et eux, ça les fait ricaner salement, vraiment, ils sont très pipi caca prout finalement. Mais dans le cercle des poètes parisiens, Arthur finit par agacer les poètes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il fait des blagues problématiques? Est-ce que c'est parce qu'il est trop souvent bourré? Est-ce que c'est parce qu'il plagie les poèmes des autres? Ou est-ce que c'est parce qu'il fait des pranks qui tournent mal H24? Eh bien le problème de Rimbaud à cette époque-là, c'est vraiment la boisson. Il boit beaucoup trop, et ça finit par énerver les autres. D'ailleurs un jour, alors qu'il a trop bu, que fait-il? Est-ce qu'il va blesser un autre poète avec une épée? Est-ce qu'il renverse son verre d'absinthe au visage d'un autre poète? Est-ce qu'il insulte la femme d'un autre poète? Ou est-ce qu'il vomit dans l'assiette d'un poète? Eh bien il blesse un poète avec une épée. Ouais, c'est en train de vriller un petit peu, l'histoire. Vous voyez le truc arriver. Mais c'est que le début, je vous assure. Bref, ça commence à faire parler. Les gens disent à Verlaine, écoute mon gars, ton pote il est sympa, mais il commence un peu à nous saouler. Va falloir qu'il s'éloigne un peu. Verlaine conseille à Rimbaud de prendre un peu de distance, voilà, d'aller se calmer un petit peu. Tiens-toi, parce qu'à un moment donné, on va t'emmener faire un tour dans la montagne là. On va aller marcher un peu à 3000 mètres là. Donc Rimbaud retourne à Charleville pendant un mois, et puis les deux poètes Rimbaud et Verlaine partent ensemble pour la Belgique. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1872, que Rimbaud et Verlaine commencent à ne plus se supporter, écrivent un recueil de poèmes ensemble, braquent des banques ou entament une liaison amoureuse.
Oui, normalement tu le sais, c'est à ce moment-là qu'ils entament une liaison amoureuse qui est devenue archi célèbre dans l'histoire de la littérature, et même eu un film qui a été fait qui s'appelle Éclipse Totale. Donc oui, il a 18 ans et Verlaine en a 28. Mais leur histoire d'amour va durer à peine un an, elle se termine en juin 1873. Est-ce que c'est parce que Verlaine aime trop sa femme et veut trop la retrouver? Est-ce que c'est parce que Verlaine tire un coup de revolver sur Rimbaud? Est-ce que c'est parce que Rimbaud trompe Verlaine et que ce dernier s'en aperçoit? Ou est-ce que c'est parce que Rimbaud est beaucoup trop violent et beaucoup trop alcoolique? Eh bien, c'est la deuxième réponse, bien sûr. Verlaine tire un coup de revolver sur Rimbaud dans une chambre d'hôtel à Bruxelles. Cet événement dans l'histoire littéraire est appelé le drame de Bruxelles. Après ça, Verlaine va être emprisonné. Et même si Rimbaud va retirer sa plainte, il sera quand même emprisonné parce qu'il y a homosexualité en plus dans les chefs d'accusation. Et donc ça aggrave la peine. Rimbaud part s'isoler dans la ferme familiale et c'est à ce moment-là qu'il va écrire Une saison en enfer. Recueil archi célèbre. Et ce recueil va en quelque sorte retracer cette période assez difficile de sa vie. En 1874, il part à Londres et c'est là qu'il va mettre au point, mettre en forme son manuscrit en vue de la publication des Illuminations. Autre recueil archi célèbre mais qui sera publié bien plus tard. C'est à partir de 1875 que Rimbaud va commencer ses nombreux voyages. L'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Ok, donc là c'est le moment où mon micro a décidé de me dire Petite merde! Il va retourner brièvement à Charleville, mais il va ensuite partir pour l'Autriche. Et que fait-il ensuite? Est-ce qu'il part élever des chèvres dans le Larzac? Est-ce qu'il va rejoindre une secte? Est-ce qu'il s'engage dans l'armée en Indonésie? Est-ce qu'il retourne auprès de sa mère? Eh bien, il s'engage dans l'armée en Indonésie. Une vie pleine de surprises, vraiment, je vous le dis, hein, c'est que le début. Il a vécu que 37 ans, Rimbaud, mais il a pas eu le temps de s'ennuyer, je vous assure. Donc le voilà militaire en Indonésie, sauf qu'en fait, il attend d'avoir ses primes et il déserte. Donc il se casse et il embarque sur un voilier écossais qui part pour l'Irlande. Sur le bateau, grosse tempête, etc. Gna gna gna, forcément ça pouvait pas être simple. Bref, il continue ses voyages, Danemark, Suède, Norvège, et il finit par rentrer en France, par Bordeaux. Du fait de ses nombreux voyages, comment est-il surnommé? L'homme aux pieds ailés, aux pieds zélés, l'homme des terres et des mers, l'homme aux mille terres, ou l'homme aux semelles de vent. Celle-là, elle est facile normalement. T'en as peut-être déjà entendu parler. Il est surnommé l'homme aux semelles de vent. Très joli, très poétique. En novembre 1878. Donc là, 78, il a 24 ans. 24 ans. Que fait-il à ce moment-là? Est-ce qu'il devient chef de chantier dans une carrière de pierre sur l'île de Chypre? Est-ce qu'il se lance dans la peinture? Est-ce qu'il prend des cours de danse orientale? Est-ce qu'il cherche à se rapprocher du égyptien? Dans tous les cas, c'est what the fuck, on est bien d'accord. Eh bien, il devient chantier d'une carrière de pierre sur l'île de Chypre. Me demandez pas pourquoi. Je suis pas biographe non plus, moi je suis là pour vous donner du divertissement. En 1880, il signe un nouveau contrat de travail et il part pour faire quoi? Est-ce qu'il part au Kenya? Travailler dans le commerce de l'or, du café et de l'ivoire en Éthiopie? Est-ce qu'il part vendre de la drogue au Congo? Ou est-ce qu'il part au Bénin pour se lancer dans le commerce de l'alcool? Vous commencez à comprendre, hein? Eh bien, il part en Éthiopie pour travailler dans le commerce de l'or, de l'ivoire, etc. Pour être précise, il part au Harar, qui est une région en Éthiopie. Et c'est lors de ce deuxième séjour que Rimbaud aurait eu une relation avec une femme, une Éthiopienne, qui s'appelle Mariam. Elle vient d'Abyssinie, exactement. Alors durant toutes ces années, les sources se contredisent, mais certaines sources affirment que Rimbaud aurait appris cette langue, serait devenu maire d'une ville en Éthiopie, aurait eu un enfant, ou se serait converti à l'islam. Eh bien, certaines sources considèrent que Rimbaud se serait sûrement converti à l'islam à cette époque. Les sources se contredisent à ce propos, ce qui est sûr, c'est qu'il avait le Coran de son père donc qui avait participé à la conquête de l'Algérie, il avait le Coran de son père sur lui, et il parlait arabe à la perfection, ça c'est une certitude. On sait aussi que dans les lettres qu'il envoyait à sa famille quand il était en Éthiopie, il mentionnait souvent les musulmans et les citait un petit peu comme modèles d'un point de vue de leur valeur et de leur morale. À partir de 1885, il espère s'enrichir davantage en faisant quoi? En se lançant dans le trafic d'armes, en se lançant dans la vente d'organes, dans le trafic d'alcool ou dans le trafic de drogue. Quel gangster? Eh bien, c'est dans le trafic d'armes. Rimbaud original gangster, vraiment.
Pendant ce temps, en France, et là je vais vous demander de trouver la réponse qui est fausse parmi les 4. Il y en a une seule qui est fausse, les 3 autres sont vraies. Pendant ce temps, en France, on s'inquiète de sa disparition, ces 2 recueils sont publiés sans qu'il le sache, sa mère apprend qu'il a eu une relation avec Verlaine et le déshérite, ou une rumeur dit qu'il est mort. Laquelle de ces réponses est fausse? Eh bien, celle qui est fausse, c'est que sa mère aurait appris qu'il a eu une relation avec Verlaine et l'aurait déshérité. C'est faux. En revanche, on commence à se demander où est-ce qu'il est passé, il y a même une rumeur qui affirme qu'il est mort, et Une saison d'enfer et Les Illuminations ont été publiés sans qu'il le sache. En 1891, il doit rentrer en Europe. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il est devenu très célèbre depuis la publication de ses recueils? Est-ce que c'est pour se soigner? Est-ce que c'est pour la mort de sa mère? Ou est-ce que c'est parce que Verlaine le lui demande? Eh bien, c'est pour se soigner, parce que ça fait déjà quelques mois qu'il se plaint de douleurs dans la jambe droite. Il rentre donc à Marseille et il va devoir être amputé. Il doit se déplacer avec des béquilles, ça lui fait extrêmement mal au bras. Il a ensuite une jambe en bois, mais qui lui appuie sur le moignon et qui lui fait extrêmement mal. Et son état va empirer. Il se trouve qu'il a en fait un cancer des os qui va se généraliser. Il finit par mourir le 10 novembre 1891 à Marseille, donc, à l'âge de 37 ans. Sa sœur est avec lui lors de sa mort, et elle affirme que sur son lit de mort, il se serait écrié à plusieurs reprises « C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé »,« Maman, tu as gâché ma vie »,« J'ai eu une vie intense, Dieu merci » ou « Allah Kérim ». Eh bien, il se serait écrié Allah Kérim, qui signifie Dieu est généreux. Encore une des raisons qui font que certaines sources pensent qu'il était bien converti à l'islam. Les 20 questions sont terminées, c'est le moment de calculer ton score. Si t'as plus de 10, c'est déjà pas mal, si t'as plus de 15, bah t'es un crack. Dis-moi ton score dans les commentaires. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous compreniez à quel point il a eu une vie complètement what the fuck, mais vraiment, ça part dans tous les sens. En 37 années de vie, je sais pas si on peut faire plus intense que ça. Et Rimbaud, il se trouve que c'est quand même un personnage littéraire qui est très à la mode aujourd'hui, qui inspire beaucoup, peut-être justement à cause de cette éternelle jeunesse finalement. On a toujours la vision de ces portraits de lui, très jeune, adolescent, avec ses yeux clairs, et ça a développé toute une sorte de fascination autour de cet auteur. Et puis bien sûr, sa relation sulfureuse avec un homme, à cette époque-là, ça a fait aussi de lui une sorte d'emblème, une sorte de figure assez exceptionnelle, figure totalement émancipée des règles, des normes, des codes. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, et je prendrai en note. Et si j'ai le temps, j'en ferai d'autres avec ce format-là. Et abonne-toi!